Salut les pros moi c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cathy. Cathy qui a fait de l'immobilier pendant plusieurs années, qui a arrêté et qui vient de reprendre et qui m'a sollicité sur le groupe Facebook Les Tutos Expert Immo pour pouvoir faire le point de l'offre d'achat jusqu'à l'acte authentique sur la partie gestion du compromis, préparation du dossier, négociation un petit peu aussi et surtout les règles de suivi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, notre l'acheteur, félicitations, mais c'est aujourd'hui que les ennuis commencent. Allez, à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez pouvoir trouver dans la description de la vidéo les liens qui vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Tout d'abord, j'offre une heure, vous le savez, sur le groupe pour les adhérents du groupe Les Tutos Expert Immo, une heure de coaching totalement gratuite sur le thème de votre choix. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous remplissez le formulaire, je vous recontacte sous 24 heures. Et on se fait un coaching comme avec Cathy. Après, je vous ai créé des e-books totalement gratuits. C'est pareil, c'est le deuxième lien. Vous cliquez dessus, vous allez forcément trouver votre bonheur si vous avez besoin de formation, que ça soit sur la prospection, le marketing, la pige, le digital. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Vous cliquez sur le lien et servez-vous, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et enfin, si vous êtes mandataire expérimenté et que vous souhaitez passer à 100% de commission et librement travailler en toute liberté surtout, n'hésitez pas à télécharger la plaquette. C'est le troisième lien que je vous mets dans la description parce que c'est vrai qu'en coaching, on me demande très souvent comment le réseau vit, comment on peut rétrocéder 100% de commission. Téléchargez la plaquette et vous allez voir qu'en réalité, c'est très simple. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous me passez un coup de fil et je vous explique tout. Allez, on attaque avec le coaching de Cathy sur la gestion du compromis. À tout de suite. Bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, très bien, merci. Et toi? Eh bien, nickel, remis. C'est vrai que j'ai eu pas mal de mails et de sollicitations sur le groupe par rapport à ma semaine et demie de convalescence, mais c'est bon, je suis remis, tout va bien, on peut Ça y reprendre. est, t'es remis. Ouais, les coachings. Alors du coup, tu m'as sollicité sur le groupe Les Tutos Expert Immo, le groupe Facebook du réseau, car tu souhaitais faire le point un petit rappel sur le déroulement entre l'offre d'achat et l'acte authentique avec tout ce qui va être préparation du dossier vendeur, les pièces, la gestion des suivis. Voilà, on va voir ça aujourd'hui. Exactement. Avant qu'on attaque, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de la chaîne et du groupe, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment que tu es dans le groupe. Ah, Oui, bonjour à tous. Cathy, 53 ans, reconversion. Euh, je suis déjà mandataire, mais j'ai besoin de faire le bilan, de faire le point avec toi pour savoir un petit peu où j'en suis. Et mhm. puis voilà, essayer de me redynamiser et de me remotiver et repartir sur de bonnes bases. Ça marche. Et oui, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas pratiqué. Du coup, il faut se remettre un petit peu, comme on dit, les rouages et les automatismes. Exactement. Vive la nouvelle année. Oui, c'est vrai, en plus, on est le 13 Un bon décembre. bilan. Ça approche, ça approche, ouais. Ouais. Ça Bon, passe ben vite. oui. Oui, parce qu'on va partir de l'offre d'achat. Ça veut dire que tu as déjà négocié, donc félicitations, tu as déjà vendu, tu as fait signer l'offre d'achat de tes acheteurs. Tu as donc fait accepter par le vendeur, tu as donc réuni l'accord, on va dire, des parties. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est à partir de ce moment que les ennuis commencent. C'est ça. Avant, c'était facile. On fait juste visiter des maisons, tu vois ce que je veux dire. Non, Tranquille. je plaisante, c'est pas du tout ça. Non, parce qu'il y en a qui croient que c'est ça. Mais oui, c'est quand on a réuni les parties, bah, c'est là que ça peut commencer à devenir un petit peu pas tendu, mais Compliqué. quand on voit toutes les émotions qui se mélangent, les délais parfois un peu longs, bon, souvent ça se passe bien, mais parfois effectivement ça demande quand même d'être précis
pour justement ne pas augmenter les chances de rétractation et ne pas Exactement. tendre une situation qui pourrait déjà être tendue, parce que des ventes conflictuelles, ça existe, même si c'est pas la majorité. Donc, du coup, un petit peu le point. OK. Donc, tu as fait ton offre d'achat. Déjà, tiens, c'est intéressant. L'offre d'achat, généralement, tu l'as fait où, sachant que tu es mandataire immobilier, tu n'as pas le droit de recevoir de clientèle à ton bureau puisque tu n'es pas une Ouais. agence immobilière. Tu es mandataire. Alors, je précise que tu es mandataire dans un réseau et pas dans une agence. Donc, sinon, tu pourrais effectivement, avec l'agent immobilier, réunir l'accord des parties, on va dire, à l'agence. Mais là, c'est pas le cas. Non. Donc, on va éviter aussi, à contrario, de faire signer une offre d'achat sur le capot de la voiture. C'est pas super pro. Donc, est-ce que tu as quelle solution on pourrait trouver? Comment tu faisais? Ben, en fait, je faisais signer l'acte chez les acheteurs. D'accord. Mais si les acheteurs sont loin, ça peut arriver s'ils sont à l'autre bout de la France. Alors, dans ces cas-là, c'est signature électronique. Chez le vendeur. C'est le vendeur. Signature électronique, D'accord. Oui, c'est c'est plus une simple. solution aussi là. Je pense que ça devient plus facile à gérer en plus pour tout le monde. Exactement. Mais alors effectivement, recueillir une offre d'achat, bon, bien que il n'y ait pas une énorme valeur juridique à l'offre d'achat, il y en a une petite. Il y a quelques jurisprudences effectivement qui ont donné raison à l'offre d'achat dans certaines circonstances très particulières, mais dans la très grande majorité, l'offre d'achat, ça, c'est un fort engagement psychologique, mais ça s'arrête là. Voilà, dans 99% des cas. Mais effectivement, on va surtout s'intéresser à l'aspect psychologique, à l'aspect engagement psychologique. L'offre d'achat, bon, c'est vrai qu'on avait dit qu'on partirait un peu après, mais c'est quand même, j'aime bien le rappeler, c'est quand même important. Effectivement, bon, on va éviter de la faire signer sur le capot de la voiture. On va effectivement, si c'est possible, la signer chez le vendeur si les acheteurs sont mûrs, parce que les acheteurs ne seront peut-être pas mûrs à ce moment-là, ou dans le cadre d'une contre-visite, ils seront un peu plus mûrs. Mais on peut effectivement, si le vendeur n'est pas là, parce qu'on va pas le faire devant le vendeur, évidemment, on peut faire signer l'offre chez le vendeur s'il n'est pas là, c'est possible. Sinon, on peut trouver en ce que j'appelle un point de chute, c'est-à-dire que on peut trouver un salon de thé, un café, voilà, un point de chute. Moi, j'ai fait signer d'innombrables offres d'achat au McDo pour pas leur faire de la pub. Mais en tout cas, c'était assez calme. Et du coup, bien sûr, l'idée, c'est de trouver un point de chute où c'est calme, si on peut, et si on pense pouvoir faire engager les acheteurs, on va dire, tout de suite. Ça, c'est vraiment si tu es sûr à 100%, 110%, 115, 120%. Parce que si t'es pas sûr, il faut faire attention. Parce que les acheteurs adorent acheter, c'est vrai, mais ils détestent qu'on leur force la main. On déteste, voilà. Donc, évidemment, je ne suis pas partisan du forcing et du closing forcément à ce moment-là. C'est-à-dire que pour pousser à l'offre d'achat, tu peux avoir un discours du style est-ce que vous vous projetez dans cette maison? Est-ce que vous voyez vivre dans cette maison? Voilà. Ça, c'est des questions déjà pour amorcer, pour prendre la température. Bah non, on se voit pas vivre du tout là. Bon, ben, c'est clair que là, ça sert à rien de provoquer l'offre d'achat. C'est foutu. Ouais. Maintenant, si t'as, ouais, on se plaît bien, on se voit projeter, on se voit vivre, on se voit nous épanouir avec notre famille, tout ça, à voir s'ils veulent revenir. Mais moi, je me mets plutôt dans, tu vois, d'un point de vue parallèle, tu vois, je vais me mettre plutôt en tant que calier et y aller vraiment très tranquille. Je suis pas du style à forcer parce que c'est vrai que beaucoup, on me l'a dit beaucoup sur le terrain, les acheteurs, très souvent, quand on sent voilà, ils sont souvent anxieux vu l'investissement que ça représente. Donc, quand on leur force la main, souvent, malheureusement, ils aiment pas trop ça, quoi. C'est un... Voilà. Ils vont pas trop faire d'offres, en fait. Et ça, je l'ai En vu fait, il plein de faut fois que la sur décision vienne d'eux. la décision 22. Exactement. Et faire du forcing, oui, on peut avoir une offre là, mais il va se rétracter le lendemain. Donc, ça sert C'est à sûr. rien. Donc, effectivement, je suis plus partisan d'y aller tranquille. Mais rien n'empêche, par contre, et alors, surtout en ce moment où le marché est tendu, où c'est souvent justifié d'ailleurs, et dans certaines zones très tendues aussi d'ailleurs, où ils vont avoir 40 visites en une journée, mais rien n'empêche en revanche de mettre un petit coup de pression.
mais très léger, de créer une petite tension, voilà, très petite tension, sans que ça fasse gros en disant ouais j'ai 40 visites là tout à l'heure et 18 offres d'achat, il faut signer là. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui font ça. Mhm. Évidemment, c'est très mauvais de faire ça. Par contre, on peut avoir ce genre de discours, mais de manière un peu plus allégée, du style, alors est-ce que vous voulez vous projeter? Oui, on se voit, etc. On se voit bien, on se voit nous épanouir. Euh, Très bien. Du coup, j'ai une contre-visite. Alors, mais très souvent, en plus, tu n'auras même pas besoin de le dire parce que très souvent, c'est eux qui vont poser la question. Tu peux les amener à poser la question. Très bien. Et du coup, puisque vous voulez vous projeter, qu'est-ce qui vous empêche de faire une offre aujourd'hui? Tu peux poser la question. Tu vois, tu peux poser la Ok. question. Finalement, puisque vous vous projetez, qu'est-ce qui vous empêche, monsieur l'acheteur, de vous positionner avant qu'il vous passe sous le nez? Voilà, parce que le marché est tendu. Et tu peux provoquer la question, oui, effectivement, c'est tendu, du coup, est-ce que vous avez d'autres visites? Voilà. Et là, après, à toi de voir en portefeuille comment ça se passe. Mais il ne faut pas que Comment ça. ça se passe? Tu peux créer D'accord. une petite tension, mais il ne faut pas Ouais. que ça fasse trop gros, sinon tu vas te faire griller. Ok. Voilà. Il ne faut pas hésiter aussi à insister sur le fait que s'ils ont besoin qu'ils fassent une contre-visite. Alors, encore une fois, c'est adapté en faisant les marchés en, en fonction des marchés. Mais la contre-visite, très souvent, ça permet de rassurer très souvent. Euh, bon, après, on peut quand même, entre guillemets, réserver le bien voilà, en faisant une offre et en faisant accepter le vendeur. On peut, voilà, entre guillemets, en attendant la contre-visite. Mais Ouais. ce qu'il faut, voilà, c'est trouver un équilibre entre créer une petite tension quand même pour avoir une offre, parce qu'on est quand même là pour ça, faut pas Oui, l'oublier, c'est sûr. mais ne pas non plus y aller de manière trop virulente, parce que ça va faire trop gros et ça peut faire l'effet inverse. Ils vont plutôt se protéger, et puis du coup, pas faire d'offre ou en faire une et se rétracter. Voilà. Moi, comme je le disais tout le temps à mes acheteurs, tant que j'avais pas un truc écrit, que ça soit éventuellement une offre d'achat en bonne et due forme ou au moins un mail, je transmettais rien. Voilà. Je disais D'accord. souvent, bon écoutez, voilà, je sais que ça vous plaît, je le sens, vous vous projetez, vous me l'avez dit. Ce que je vous propose, vous faites le point, vous en discutez là, sur le chemin du retour. Voilà une offre, vous la scannez, vous me l'envoyez si vous êtes chaud. Si vous n'êtes pas chaud, vous réfléchissez. Si vous voulez qu'on revienne, on revient, c'est avec plaisir. Je suis là pour ça. Voilà. Mais attention, parce que ça bouge, le marché est actif. Attention si vraiment vous avez un coup de cœur. Tu vois, tu peux leur créer une petite Tu tension leur comme laisses du temps encore, malgré tout, pour avoir un temps de réflexion, un dernier temps de réflexion, j'allais dire. oui, Tu leur laisses la possibilité dans la de… majorité des cas, oui. Oui, parce que alors ça arrive que, attention, hein, c'est au cas par cas, mais dans la majorité des cas, ils font pas d'offre la première fois. Alors, sauf peut-être sur des marchés très tendus, mais il y a très souvent quand même une contre-visite après. Mais l'offre, voilà, il faut la recueillir. En fait, il faut trouver un équilibre, il faut trouver le bon moment. Si tu sens vraiment que c'est le coup de cœur, que c'est le bien, tu le sens en visite. Effectivement, tu vas le closer tout de suite. Mais c'est quand même pas la majorité des cas. Par contre, si tu sens qu'il y a quand même, voilà, ça plaît, tu sais que ça plaît. Tu sais que il manque pas grand-chose pour closer. Ouais, Faut pas hésiter à leur laisser quelques heures de plus. On parle pas en jour, on parle en quelques heures, parce que c'est dans la journée même ou le lendemain qu'ils te la transmettent. Voilà. Je pense que ça sera beaucoup plus fort que si tu leur fais signer tout de suite et qu'ils vont te dire ah, on a réfléchi finalement. Voilà. ouais, Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété en fait. Et l'idée de ne pas faire de trop de forcing, ouais. ça va leur permettre aussi, comme tu le disais, de faire en sorte que ça vienne d'eux. Ça, tu sais, c'est une question de pouvoir aussi. Tu leur Mhm. laisses le pouvoir en fait. Enfin, C'est un choix important pour eux, donc c'est ça. Donc c'est les amener à prendre leurs décisions. c'est pour ça que c'est important Ouais. même il leur faut quelques heures de leur laisser. Alors, je sais que parfois, il y en a des conseillers qui flippent parce qu'ils sont en mandat simple et qu'il y a de la concurrence. Ouais. C'est un choix de travail. Moi, je préfère avoir une offre carrée, sérieuse et pas bosser pour rien à négocier, plutôt que d'avoir une offre et comme dans 80% des cas, quand on force un peu trop, le lendemain, il se rétracte. Et on aura bossé pour rien. Donc, Tu as raison. et peut-être que le confrère, il vendra quand même, tu vois. Donc, Mhm. je préfère travailler vraiment sur le conseil, sur l'accompagnement, tu vois, vraiment D'accord. où l'acheteur il se sent accompagné, il se sent aidé, il se sent compris, plutôt que du conseiller qui est là pour vendre, tu vois. Voilà, ça c'est important. Il faut toujours se souvenir de ça. Les acheteurs adorent acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur force la main.
Normal. On est tous Mais pareils. ils Hein. aiment bien être accompagnés, par contre, c'est vrai. C'est quoi? Ils aiment bien être accompagnés, en tous les cas, c'est vrai. C'est ça. Faut pas hésiter à dire que t'aimes. Ça les rassure. Ah, exactement. On est des conseillers immobiliers. Hein. On Ouais, a, avant tout, hein, on a un devoir de conseil, on est là pour accompagner, on a une obligation de moyens, donc on doit tout faire pour mener à bien la transaction. Et faire du forcing pour recueillir une offre pas forcément dans de très bonnes conditions, pour moi, ça vaut rien. ça vaut rien. C'est une Exactement. perte de temps, en fait. Donc voilà, petite parenthèse sur l'offre, il faut arriver à trouver le bon moment et c'est vraiment au cas par cas en fonction des prospects, en fonction du secteur, voilà, en fonction du projet. Voilà. En tout cas, surtout, on fait pas remplir d'offres sur le capot de la voiture. Non, ça c'est sûr. J'en connais qui le font. Ah, bah, d'accord. Et alors Je l'ai jamais fait. moi, je concluais toujours comme ça. Hein. De D'accord. toute façon, monsieur les acheteurs, dès que vous me faites une offre écrite, je transmets. Avant, moi, je considère que vous êtes en période de réflexion. Si vous avez besoin qu'on revienne, on y revient. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Pensez juste que le marché est tendu en ce moment et que je suis, en plus, en moins simple, tu peux même dire que tu n'es pas le seul à faire visiter. Donc, tu crées une tension et qui vient pas forcément de toi. Tu peux leur dire que tu maîtrises pas toute la situation et que si vraiment, ils ont vraiment le coup de cœur et que c'est ce bien-là, que si un confrère a une offre, que du coup, on n'a plus de pouvoir, on ne peut plus rien faire. Ou presque. Ouais. Surtout à Paris, surtout ici à Paris, Ouais. c'est Ah vraiment oui, tendu. Donc, c'est ultra tendu et ouais. c'est pas rare de voir 40 visites sur un bien dans une journée. Quoi. Ça c'est vrai. Ok. Donc là, c'est bon. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, tout est parfait. Ça marche. Donc maintenant, Merci. on va parler, donc il faut faire accepter ton vendeur. Il faut faire accepter Ouais. vraiment ton vendeur. Il faut que tu ailles, donc une fois que tu as l'offre, tu vas négocier. Je te conseille fortement d'aller négocier sur place, puisque tu auras tous tes sens, tu auras toutes tes capacités pour pouvoir négocier avec le vendeur. Je déconseille fortement de négocier par téléphone. Éventuellement, tu le fais par téléphone si le vendeur est loin, comme ça peut arriver. Mais en tout cas, dans la grande majorité des cas, si c'est possible, il faut aller négocier en physique. Et tu peux t'accompagner de comparables. C'est-à-dire que si ça fait plusieurs mois que tu dis au vendeur que c'est trop cher et qu'il a une chance d'avoir une offre, là encore une fois, on s'adapte en fonction des projets, tu peux venir avec des biens comparables. Regardez, vous avez une offre à temps. Regardez, tous les biens similaires qui sont à temps, ça correspond au marché. C'est pas moi qui le dis, c'est le marché. Donc attention si vous refusez, monsieur le vendeur. C'est peut-être la dernière, c'est peut-être la seule que vous aurez. Tu vois, ça c'est pour Ouais. les biens, tu vois, où tu galères un peu, où ça fait un petit moment, qui sont à la vente, qui sont trop chers. Ça peut être un bon moyen pour faire passer l'offre ou pour renégocier un mois d'ailleurs. Après, si c'est un bien voilà qui est pas usé ou qui a moins de 2 mois de publication, t'es pas obligé d'y aller comme ça, hein, mais tu le gardes dans Non, ta mais sacoche et ouais. tu le ressors, tu peux le sortir si tu as besoin, tu vois. Tu te le mets pas tout de suite, tu présentes ton offre, tu la défends, tu lui expliques pourquoi il y a cette offre, avec en rappelant tous les avantages et les inconvénients du Les bien, parce qu'il inconvénients. y en a Ouais. toujours. On négocie sur du factuel et on négocie aussi sur le projet du vendeur. Très important, ça je l'ai beaucoup dit, surtout dans le rendez-vous vendeur. C'est là qu'on va rattraper ce qu'on a écrit en rendez-vous vendeur et qu'on va se rappeler du projet du vendeur, de savoir pourquoi il vend. Il vend peut-être parce qu'il n'en peut plus, sa maison est trop grande et il a besoin de plus petit. Les personnes âgées, il vend parce qu'il y a une mutation, il vend parce qu'il veut se rapprocher de sa famille. Donc on va Ouais. surtout négocier sur ça. Lui rappeler que si il C'est refuse la l'offre, base, en fait, non? la base c'est le projet. Voilà. On, on va négocier sur des éléments subjectifs pour le vendeur sur son projet. Crois-moi que si tu es vendeuse et que tu dois vendre parce que tu es muté dans 2 mois et qu'il faut vendre justement pour pouvoir te reloger ou justement ne pas laisser le bien vacant, si je négocie sur ça et que je te fais comprendre que si tu refuses ou si tu n'acceptes pas, ben on ne sait pas quand c'est que la prochaine offre arrivera et du coup ta mutation tu l'auras mais le bien est bon voilà un bien vacant Différemment. c'est jamais très bon par exemple hein, je dis ça comme Ouais, ça ouais. il y a d'autres arguments hein. Tu seras beaucoup plus ouverte que si je te dis bon bah faut baisser ou faut accepter parce que c'est pas les prix du marché tu vois d'un côté c'est subjectif de l'autre côté c'est objectif Ok. et tu seras beaucoup plus ouverte si je négocie sur du subjectif. En fait, il faut se rappeler la problématique du vendeur. Voilà. D'accord. Le vendeur, s'il vend, c'est qu'il a une problématique. S'il est vraiment vendeur.
Parce que si c'est un Oui, opportuniste, tu auras beau dire ce que tu veux. ça Ouais. changera. Là, Oui, après, j'en reviens au rendez-vous vendeur où on peut se poser la question de faire un mandat. Après, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le rendez-vous vendeur. Mais là, tu as une ça veut offre, dire. quand Ah oui, même. Donc, il va falloir la défendre. On va la défendre sur la problématique du vendeur, on va la défendre sur des facteurs subjectifs, sur des facteurs objectifs aussi. Et si mhm. tu as besoin, tu vas sortir les comparables. Voilà. C'est une bonne C'est là où cartouche. c'est le moment, oui, c'est la cartouche. Voilà. C'est le moment ou jamais de lui présenter, enfin de lui proposer, de lui expliquer les Exact. avantages et les inconvénients. OK. Et puis, il y a aussi une autre phrase que j'aime bien, c'est que les gens, en fait, ce qu'on dit est beaucoup plus fort que quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Et là, si tu lui sors le reflet du marché, bah, c'est pas moi. Je ne compte pas le nombre de baisses de prix que j'ai fait avec des comparables, parce que c'est le reflet du marché. En fait, c'est pas moi qui dis, monsieur le vendeur. Regardez, c'est le marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis Donc, tu peux aussi sortir au niveau foncier. pardon? Euh, Tu peux aussi sortir les bilans au niveau foncier, ça, dans le sens où il y a un bien à côté de chez lui qui s'est vendu. Mhm. Lui, il pense qu'il est dans le bon prix et finalement, tu lui dis, bah non, hein, voilà, ça, c'est l'appartement qui correspond à peu près au vôtre et il s'est vendu à tel prix. Exactement, c'est les Pour comparables. lui, dans sa tête, il Mhm. fasse le cheminement de se dire, ben, finalement, j'ai mis mon bien trop haut et il faut que je le descende. C'est là où tu négocies. Exactement. Tu négocies sur les OK, factuels et tu négocies sur le reflet du marché. d'accord. C'est beaucoup plus fort que d'arriver les mains dans les poches et de Ouais. baisser. Oui, mais pourquoi je baisserais? Voilà. Voilà. Ben, regardez, monsieur le vendeur, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché. Hein. Donc, du coup, regardez, ils sont tous comparables, hein, les biens. Voilà, c'est un bon appui pour défendre bah, le prix que tu as annoncé le jour du mandat. D'accord. OK. Voilà. Il va falloir aussi que tu closes le Bon, ben, vendeur, que tu le fasses accepter de manière écrite. Alors, soit éventuellement en contresignant l'offre ou moi, je préfère lui faire remplir un papier manuscrit en disant qu'il accepte, qu'il reconnaît que c'est toi qui as fait l'entremise, etc. Voilà, un papier assez carré. Parce qu'une fois que le vendeur a accepté, il a accepté. Il a accepté, il a vendu. il revient plus sur sa Non, il décision. n'a pas le droit. Tu as réuni euh, Toutes bon, les conditions. c'est toujours un peu borderline parce que Ouais. nous, on a des mandats d'entremise et du coup, si tu veux, euh, nos mandats sont rarement, si tu veux, il y a rarement la clause qui dit que le négociateur a le droit d'engager le vendeur s'il arrive avec une offre au prix en gros. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est de l'entremise. En fait, on est là pour fournir des offres. Le seul moyen finalement, pour un petit peu, et encore, il faudrait voir ce que ça donne au niveau de la jurisprudence. J'en ai pas trop trouvé à ce niveau-là, je crois, mais euh, c'est si tu fais accepter le vendeur, voilà, de manière écrite. S'il a accepté, il a accepté l'offre du vendeur. C'est pour ça que j'aime bien lui faire signer un papier à part et bien Il carré. n'y a pas de- S'il OK. n'a pas signé, s'il n'a pas manifesté son engagement, on va dire, de vendre à tel acquéreur à tel prix, l'acheteur t'aura beau même arriver avec une offre au prix. S'il veut pas vendre, il vendra pas. Tu ne pourras pas le forcer. Voilà. Tu pourrais éventuellement, si une clause le permet dans le mandat, l'attaquer pour dire, moi j'ai fait mon travail, en dommages et intérêts. Mais bon, ça a Non, mais- quasiment aucune chance d'aboutir, surtout en mandat simple. Donc, voilà. Le Ça, seul c'est moyen plutôt au vraiment. moment excuse-moi, Jonathan, c'est plutôt au niveau du mandat exclusif. Alors, si tu as un mandat exclusif et que le vendeur il vend par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou en direct, là oui, là il respecte vraiment pas le mandat, donc là tu peux aller au tribunal. Si vraiment le mandat est carré, que c'est un mandat exclusif. Mais un mandat simple, t'as quasiment aucun moyen, quasiment Aucune chance. Ouais. aucune chance. Euh, Déjà, il n'y a pas de clause de représentation, donc tu ne peux pas représenter le vendeur pour l'engager. C'est juste un mandat d'entremise. On est là pour réunir, on va dire, la volonté des parties. Euh, bon, si le vendeur accepte de manière écrite et que tu as vraiment un dossier carré, tu pourrais éventuellement aller devant le juge. Mais de là, en dommage-intérêt. Mais de là à savoir si ça va vraiment aboutir, moi, j'y crois pas une Ouais. seconde. Mais après, pourquoi pas, hein.
si une clause dans une clause dans le contrat le permet. Mais voilà, on est surtout dans des psychologiques, on est surtout dans l'engagement psychologique, en réalité. Parce que même si tu lui fais signer un papier qui dit qu'il s'engage avant et qu'il va contracter avec quelqu'un d'autre, si tu as un mandat simple, moi, je n'irai pas devant le juge. Il y a le compromis n'est même pas signé. C'est vraiment à l'appréciation du juge, quoi. En fait, en fonction des pièces que tu veux lui apporter, il va falloir que le mandat soit super bien rempli. Il va falloir. En fait, là où vraiment le juge pourrait, j'ai vu les jurisprudences, te donner raison, c'est si vraiment le vendeur, il t'a vraiment manifestement coupé l'herbe sous le pied. Il t'a vraiment manifestement supprimé ta commission. C'est-à-dire que tu arrives avec une offre au prix, tu l'engages, tout est prêt, le compromis il est prêt, et là il se met d'accord avec un autre agent ou un particulier pour vendre avec quelqu'un d'autre. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, il faudrait vraiment que le vendeur ait manifestement voulu te priver de ta commission, quoi. Donc on le fait quand même engager de manière écrite, c'est surtout engageant, quoi. C'est engageant psychologiquement et un petit peu juridiquement quand même. C'est le seul moyen pour l'engager. Donc il faut le faire. Il faut le faire et après, bon, c'est au cas par cas si vraiment il y avait un conflit. Donc tu fais accepter ton vendeur, tu as réuni les parties. Donc maintenant il va falloir préparer le compromis. il va falloir préparer le compromis. Ouais. Donc, pour ça, il va falloir un certain nombre de pièces. Et ça va être très variable. Bon, c'est toujours les mêmes documents, hein, mais ça va être très variable en fonction des biens. Alors, pour ça, je vais te mettre à l'écran la liste. En fait, ce serait simple, hein. Il y aura des pièces où il y aura toujours les mêmes, comme le titre de propriété, la taxe foncière, les diagnostics. Tout ça, c'est systématique. Après, en fonction du bien et de l'emplacement du bien ou de l'installation de gaz et d'électricité, les diagnostics vont varier. Il y aura d'autres documents également en copropriété, qu'on va voir. Il y aura évidemment aussi d'autres documents dans le cadre d'une construction récente. Voilà, donc là, je vais te montrer à l'écran, comme ça tu pourras les lire, ce sera peut-être plus simple. Voilà, la liste des pièces. Est-ce que tu vois mon écran ? Je vois rien pour l'instant. Oui, c'est bon. Alors, dans tous les cas, type de propriété. Alors, le type de propriété, si le vendeur est là, il a. Si le vendeur il n'a pas, il faudra récupérer à l'étude qui a reçu l'acte. D'accord ? La taxe foncière, carte d'identité, ça c'est bien, ça marche le travail du notaire, parce qu'il demande toujours en rendez-vous. Contrat de mariage ou jugement, s'il y a eu un changement de statut matrimonial pendant on va dire entre le moment où ils ont acheté et le moment où ils vendent. Les statuts, si c'est une société, s'il y a un locataire, il faudra le bail. Et le cadastre, moi j'aimais bien fournir un plan du cadastre, pareil. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation avec le notaire. Et plus le dossier sera complet, plus le dossier sera professionnel et carré, plus le notaire, il te recommandera. Donc ça, c'est important. Au niveau des diags, les termites, valable 6 mois. C'est un arrêté préfectoral. Toute la France est soumise. Le plomb. Le plomb, forcément. Ça, c'est pour les biens avant 49. C'est-à-dire essentiellement dans les immeubles de copropriété? Non. C'est copropriété ou n'importe quel bien. D'accord. Voilà. C'est tous les biens. Alors, je crois que c'est le 1er janvier. 49, on est soumis au diagnostic plomb. L'amiance, c'est 97. Mais c'est pas la construction, c'est le permis de construire. Les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 97 sont soumis au diagnostic amiance. Ah, ça, c'est bien. Le DPE. Bien de préciser. Ouais. Le DPE, je rappelle que le DPE est obligatoire pour publier. 1 500 € l'amende. L'électricité et le gaz, alors c'est pas la maison, c'est l'installation. C'est pour les installations de plus de 15 ans. D'accord. L'assainissement, c'est le SPANC, c'est pas le diagnostiqueur, c'est le service des eaux. Il faut avoir un rapport qui date de moins de 3 ans. Voilà. Et beaucoup de communes maintenant sont soumises aussi à l'assainissement pour le tout à l'égout. Alors ça, il faut se renseigner au SPANC ou à la mairie pour savoir si la mairie. Ouais.
Ouais. L'état des risques, ça c'est pareil, ça va de 6 mois. C'est l'état des risques et pollution. Et la carrelle, ça c'est uniquement en copropriété. Oui, pour le mesurage. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le diagnostiqueur qui le fait. En fait, tout ça, c'est le diagnostiqueur qui le fait, sauf l'assainissement individuel. Et par contre, il y a des diagnostiqueurs qui font le tout avec vous. On aurait pu rajouter la mérule et le radon. Voilà, Oui, c'est ça. Ouais, la mérule, c'est pareil. Ouais. C'est par arrêté préfectoraux, c'est dans les zones humides. Et le radon, c'est pas encore encadré. Vraiment, le radon, c'est en cours. Hein. Alors, maintenant, pour les constructions de moins de 10 ans, il faudra que tu joignes le dossier le permis de construire, la déclaration d'achèvement des travaux, la décennale ou dommage ouvrage, si c'est un constructeur qui a fait la maison, et le certificat de conformité. Bon, le certificat de conformité, maintenant, très souvent, les communes ne le délivrent pas, ne le délivrent plus. C'est le notaire qui le demandera entre le compromis et l'acte. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, il te faudra au moins le permis de construire, la déclaration d'achèvement des travaux et la décennale. La décennale. D'accord. Il est possible que alors ça c'est valable pour les maisons les biens de moins de 10 ans, mais aussi les extensions, les garages, les dépendances et tout. Hein. Tu peux tomber sur un vendeur qui te dit j'ai pas de décennale ou de dommage ouvrage parce que tu peux tomber sur un vendeur qui l'a fait lui-même. C'est pas grave. Dans ce cas-là, tu peux demander les factures. Alors tu demandes les factures. Factures des travaux effectués. Voilà, mais c'est surtout que c'est le vendeur qui sera responsable pendant les 10 ans. Alors, il sera responsable avec sa propre solvabilité, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vu qu'il n'y a pas d'assurance dommage ouvrage ou décennale, il y a quand même une garantie décennale et c'est le vendeur qui devra, du coup, être responsable s'il y avait un sinistre. Sur le gros œuvre, hein, on parle sur le gros œuvre. Hein. Oui, gros œuvre, oui. Voilà. D'accord. La copro. De rappel. Ouais. La copro. Alors là, il y a encore plus de documents. Oui. Il te faudra, alors, j'ai dit les 3 derniers, mais c'est on va dire, c'est les procès-verbaux d'Assemblée Générale des 3 dernières années. D'accord. Le règlement de copropriété, oui, parce qu'il peut y avoir des assemblées extraordinaires. Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, qui est souvent annexé au règlement, le relevé des charges, le carnet d'entretien du bien. Alors, le prêt à dater, c'est le notaire qui le fera la plupart du temps. La fiche synthétique de l'immeuble et j'ai rajouté le diagnostic CARES, enfin le mesurage CARES. OK. Voilà. Après, tu peux, alors, pour des mises en copropriété de plus de 10 ans ou alors des copros où ça a été voté, tu peux aussi avoir un diagnostic technique global. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais ça peut arriver aussi. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Et enfin, des documents facultatifs, mais utiles tout de même. Comme tu disais, les factures diverses qui sont là pour aider l'acheteur. Moi, très souvent, je faisais un dossier avec le vendeur et on le laissait à disposition le jour du compromis et de l'acte. Devis des travaux s'il y a des travaux à prévoir ou des travaux qui sont conditionnés. Plan du logement, beaucoup d'acheteurs les demandent. Oui. La liste des objets inclus dans la vente, ça c'est pareil. On le fait tout le temps pour faire baisser un peu les frais de notaire pour l'acheteur. Plan du terrain, voilà, s'il y a besoin. La taxe d'habitation, voilà. Alors, la taxe foncière, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. On s'en servira pour proratiser et faire le prorata de taxe foncière au moment de l'acte. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prévoir dans tous les cas. Mais la taxe d'habitation, c'est au cas par cas. Comme c'est beaucoup subjectif et ça dépend beaucoup des revenus. Quand on me l'a demandé, je la fournissais, mais là, je la fournissais quasiment jamais. Mais voilà, ça peut arriver. D'accord ? Ça peut arriver, OK. Est-ce que tu as des questions sur... Non, ça devient plus clair. C'est clair ? Une piqûre de rappel, ça fait du bien. C'est clair. Je t'enverrai... tiens, je vais te la mettre, je vais te la mettre dans le chat. Comme ça, tu pourras télécharger cette fiche, si ça peut t'aider. La liste, ouais. Alors, documents. Voilà. Donc ça, tu prépares tous tes documents. Pour la télécharger. Et c'est ces documents-là que tu remets au notaire? Exactement. Donc, alors ça, c'est que pour le vendeur. Oui. Il y a les documents de l'acheteur aussi. Voilà. Il y en a beaucoup moins. C'est la même liste ou pas du tout? Non, il y en a beaucoup moins. J'ai même pas fait de liste. Beaucoup moins, d'accord. Sauf des rares cas, mais il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce que tu vas avoir comme document pour l'acheteur? Tu vas avoir les états civils. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire une fiche d'état civil, toujours pareil, pour mâcher avec toutes les coordonnées et le statut, les emplois, etc., pour mâcher le travail du notaire.
Ah, Important, très important, tu vas fournir une simulation bancaire. ah oui, c'est vrai. Parce que dans le compromis, le notaire, il va conditionner un prêt très souvent. Et pour ça, il va avoir besoin de se calquer sur des chiffres. Et ça sert à ça, mais ça sert aussi à rassurer le vendeur, à justifier ton travail. Il faut pas oublier qu'en tant que mandataire immobilier, tu es soumise à une obligation de moyens. Oui, Et j'ai vu une jurisprudence il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où un agent immobilier a été condamné à plus de 15 000 euros de dommages et intérêts parce qu'il a engagé un acheteur sans vérifier sa solvabilité et il a perdu un procès. Le vendeur a poursuivi. Pourquoi? Pour perte de chance. Voilà. C'est souvent le cas dans ces pertes de chance d'avoir contracté à des conditions plus intéressantes, je crois, avec un autre acheteur. Il en a pris pour 15 000 balles. Donc, il faut pas oublier que, je crois, si c'est pas plus, faut pas oublier qu'on est soumis à une obligation de moyens et à un devoir moyen. de conseil. On n'a pas d'obligation de résultat. Par contre, on ne peut pas être attaqué parce que l'affaire ne se fait pas. Par contre, on peut être attaqué dans le cadre de notre, pour défaut de conseil, éventuellement pour défaut d'obligation de moyens. Il y a des jurisprudences. Donc, c'est ultra important quand même de montrer par des échanges de mails comme quoi on fait correctement notre travail et qu'on met toutes les conditions, qu'on réunit toutes les conditions pour que l'acte soit fait dans de bonnes conditions, justement. Voilà. Alors, après, on ne fera pas le travail du notaire, mais en tout cas, on a une part de responsabilité tout de même. Donc, cette simulation sert à ça. Et elle sert aussi, si la vente capote, justement, ça peut arriver. On n'est pas des Oui, magiciens, mais si on fait bien son travail, ça reste rare quand même. Si, mais quand même, si la vente capote, ben regardez, monsieur le vendeur, moi j'ai fait mon max, quoi. Donc, on perd l'acheteur, mais on limite les chances de perdre le vendeur aussi. Voilà. mm. Donc, ça sert à justifier notre travail et de justifier notre obligation de moyens, pour moi. Voilà. D'accord. C'est important. Pourtant, c'est vrai que c'est important. Ouais. Donc simulation, même si c'est pas une simulation en bonne et due forme, ça peut être un mail de la banque, voilà. Mais quelque chose qui émane de la banque, qui montre qu'on a fait un minimum de recherche sur la solvabilité de nos acheteurs. C'est important. D'accord. Ensuite, comme Donc, document des acheteurs, il peut y avoir également un contrat de mariage, éventuellement, mhm. les cartes d'identité. Ouais. Et puis après, bah, dans la majorité des cas, ça sera tout. Je réfléchis. Bon, des éventuelles conditions suspensives en plus, Oui. arriver. Euh, C'est là où le notaire donne 2 mois ouais, à l'acheteur je vais expliquer. pour obtenir son prêt. C'est ça. Alors, D'accord. si, il peut y avoir un compromis. Un compromis. Quand tu fais une vente en cascade, l'acheteur vend un bien et il achète le bien que tu lui vends. Donc, il conditionne l'achat de son bien à la vente de son bien. Il peut y avoir deux conditions suspensives là. Condition suspensive de prêt et condition suspensive de vente du bien. S'il ne vend pas son bien, il n'achète pas. C'est logique. Mhm. Donc là, du coup, il faudra compromis. Voilà. Parce que le notaire va s'en servir pour mettre la date butoir, etc. Voilà. Ah oui, Donc, c'est ouais, vrai. il peut y avoir un compromis à fournir. Après, bon, là, j'ai rien qui me vient, mais c'est déjà pas mal. Hein. Dans la grande majorité des cas, ça sera tout. D'accord. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, pour des terrains, mais c'est plus rare, hein, il y aura des conditions, enfin, pour les terrains, il y aura toujours une condition suspensive d'obtention de permis de construire. Il peut y avoir le CU que le notaire y demande. Il peut y avoir un document d'arpentage du géomètre. Ça Oui. peut arriver que tout soit pas encore super borné, mais qu'on signe quand même le compromis. Le notaire demande généralement au moins un document d'arpentage ou un croquis du géomètre. Voilà. Ça, c'est des cas un peu plus Avec le particuliers. géomètre. Ouais. Voilà. Mais là, l'immense généralité, on l'a vu. Donc, tu vas Pour, réunir tout. Oui, pardon. excuse-moi, Jonathan, pour faire la simulation du prêt, Oui. donc on réunit simplement les documents, fiches de paie les fiches de paie des acheteurs. Des- des- Ça des- suffit en règle générale ou pas du tout? Ou il faut d'autres documents? Non, non, juste une simulation bancaire. Ça suffit. Ah, ok. Voilà. Alors, euh, oui, une simulation bancaire, oui, oui. Ouais, un accord de principe, mais plus personne n'en donne, il me semble. Mais au moins une simulation. Euh,
Donc, du coup, tu as réuni tes pièces. Tu vas donc les transmettre au notaire, tu vas avoir une date chez le notaire, vous allez signer votre compromis. Le compromis, nous, on a, si j'ai beaucoup d'élèves qui ont un peu peur au début du notaire, voilà, que ça représente l'homme de droit, ce qui est vrai. Mais il faut pas oublier que le notaire, c'est un chef d'entreprise. Il a une étude avec des salariés à faire tourner. Donc, crois-moi qu'il est content de nous voir. On a besoin de lui, mais lui aussi a besoin de nous. Donc, l'idée, c'est de développer une relation commerciale avec le notaire. Alors, voilà, ils sont ultra protégés, ils ont le monopole des transactions immobilières. Mais ça reste, moi, je connais des études en campagne qui souffrent. Voilà, donc ils sont ultra protégés, mais c'est quand même des entreprises à faire tourner avec des salariés. Donc, encore une fois, on ne se met pas en position de subordination devant le notaire. Au contraire, il est content quand on arrive avec des dossiers. Mais des dossiers carrés. Et des bons dossiers, voilà. Bons dossiers, des dossiers carrés, surtout structurés, comme on l'a vu. Exactement. Donc, si tu as bien fait ton travail, le jour du compromis, tu n'as rien à dire. C'est le notaire qui s'adresse aux parties. Bon, de temps en temps, il va te poser une question. Mais dans la grande majorité des cas, tu ne parleras pas. Tu feras du relationnel avec les parties, dans la salle d'attente ou quand tout le monde arrive. Tu feras un bon relationnel. Mais pendant le rendez-vous, si le dossier est carré, normalement, tu n'as quasiment rien à dire. Généralement, quand on commence à te poser des questions, c'est qu'il manque des pièces ou qu'il y a un truc qui n'est pas ficelé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Tiens, on a parlé, souvent, c'est le séquestre. Et je ne sais pas pourquoi, il y a pas mal d'agents qui oublient le séquestre. Est-ce qu'il y a un dépôt de garantie? Alors, le notaire très souvent va le demander aux parties parce que c'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. Mais ils vont se regarder et faire bon, non. Et là, tout le monde va te regarder. Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé. C'est sûr. Donc, c'est pas grave. Mais ça daille quand même. Parce que tu as vu, même des ventes joyeuses, c'est pas rare qu'il y ait un peu de tension parce que les parties sont stressées. C'est normal, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, même quand tout se passe bien. Donc, c'est pour ça que quand il y a des grains de sable comme ça, même si on le sait, c'est pas grave, on ne sait jamais comment ça peut finir. Donc, même le séquestre, on le prévoit. Il y en a pas. Voilà. Bon, on essaye de faire en sorte qu'il y en a un, c'est bien quand même. En réalité, c'est le seul moyen pour vraiment tenir un acheteur. Ensuite, en règle générale, le notaire va laisser 2 mois pour avoir les offres de prêt. Ouais. Voilà. Et en règle générale, tu signes l'acte sous 3 mois. Voilà. Quand tout va bien. Oui, quand tout va bien. Bon, les terrains, c'est plus long. Les terrains, c'est plus long parce qu'il y a plus de conditions suspensives, il y a aussi le recours des tiers. Donc, c'est pas rare de voir une signature terrain qui peut aller jusqu'à 4, 5, voire 6 mois. Mais pour la grande majorité des transactions, c'est plutôt sur 3 mois la moyenne. Hein. Voilà. En règle générale, le notaire, il laisse 2 mois pour avoir les offres de prêt ou justifier des refus. Oui, c'est ça, c'est surtout les. Voilà, 45 jours, 2 mois. Après, le temps de réunir les dernières pièces, il va laisser à peu près 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines et demie, et après vous signez, quoi. Voilà. Donc, le rôle du mandataire entre le compromis et l'acte. Tout d'abord, une fois que tu auras fait contracter les parties sur le compromis, tu vas les féliciter, bien entendu, tu vas les rassurer, tu vas leur dire qu'ils ont besoin de revenir, on va y revenir. Les vendeurs, tu vas leur faire comprendre que tu vas les suivre, bien entendu, que tu les tiens au courant de chaque démarche. Tu essayes de faire en sorte, très important, que les parties ne rentrent pas en contact entre elles. C'est hyper important parce que tu peux vraiment perdre le contrôle de la transaction. Une fois, ils le font. Des fois, ils font même par derrière, c'est pour te dire. Alors, quand tout va bien, c'est les meilleurs amis du monde. Mais le moindre grain de sable, ça y est, on y va, il est recommandé, les tribunaux et compagnie. Donc, exactement. On ne fait jamais confiance aux parties. Jamais, 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 jamais. L'enjeu est trop important. Et encore une fois, tu peux vraiment perdre le contrôle. Moi, je me rappelle une fois, j'avais dit au vendeur de ne pas le faire parce que l'acheteur, alors lui, il s'était pas caché, il avait fait devant tout le monde. Il voulait récupérer les clés pour faire des travaux avant l'acte. Ouais. Alors, j'avais le vendeur, il commençait à dire, oh, ouais, pas de souci, il s'entendait bien. J'avais topé le vendeur après le compromis en lui disant, surtout, je ne le fais pas. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, si la vente ne se fait pas pour X raison, qu'il ne veut plus acheter pour X raison, et qu'il vous casse la maison, vous allez vous en mordre les doigts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je lui avais dit de ne pas le faire. Il a fait. J'en sais rien, peut-être qu'il avait peur de perdre sa avance. L'acheteur m'appelle 1 mois avant l'acte, tout était prêt. Hein. Ouais, je ne veux plus acheter la maison, j'ai commencé les travaux, il y a du salpêtre partout, il y a de l'humidité, il y a 70% d'humidité, j'achète plus.
Voilà. Ouais. Donc, ça, Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, la seule solution que j'ai, parce qu'évidemment, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'en jeu, il y a ta commission, il y a ton travail, ouais, il y a le temps que tu as passé. Et on sait très bien que si ça part au tribunal et que ça ne signe pas, tu ne seras jamais sûr de toucher ta commission. Et même si tu la touches, tu la toucheras peut-être pas entière. Parce qu'après, tu vas peut-être poursuivre en dommages et intérêts. c'est sûr. Et tu vas partir sur 2 ans et demi de procédure, minimum. Et à Paris, je crois que c'est même 5 ans, je crois. Donc, Plus, oui, du coup, ce qu'il faut, c'est par n'importe quel moyen, c'est sauver la vente. Il faut sauver la vente coûte que coûte. Sinon, ta commission, d'accord. tu n'as quasiment aucune chance de l'avoir. Donc, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de renégocier le prix de vente. Et c'était un risque. C'était un risque parce que du coup, il faut faire un avenant compromis Oui, c'est ça. et tu repurges les 10 jours de rétractation. Ouais, Donc, ce qui fait que pendant 10 jours, l'acheteur pouvait se barrer sans aucune pénalité. Alors après, il y aurait certainement eu un procès parce que l'acheteur a fait des travaux dans la baraque, mais le vendeur lui avait donné les clés. Derrière mon dos, en plus, ce qui est plus est. Bien entendu, j'avais fait d'autant un plus. mail au vendeur. Je ne sais plus si je l'avais fait, mais je l'avais sûrement fait en lui disant de ne pas le faire. Comme ça, encore une fois. Parce que là, c'est pareil. Le vendeur, il dit que toi, tu lui as conseillé de le faire. Tu fais quoi? C'est à toi de prouver que tu lui as déconseillé de le faire. Exactement. Après, c'est C'est une à toi de notion prouver de charge ouais, de la preuve. ouais. Donc, tu peux aller au tribunal aussi. Donc, ça, c'est très important, ça. Ça, il faut se couvrir un mail en rappelant au vendeur que tu lui déconseilles fortement. Les clés, il faut faire super attention. En gros, on ne donne jamais les clés avant là. Ou alors, il faut être là. Ou alors, il faut un écrit. Un écrit du vendeur comme quoi c'est lui qui autorise à l'acheteur de faire ci. Il faut vraiment te décharger. Parce que ça, c'est bon pour te retrouver au tribunal. D'accord. Alors, j'ai jamais vu de jurisprudence sur ça, mais ça peut arriver. Peut-être que les auditeurs qui regardent en ont vu, mais moi, j'en ai pas vu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi à sauver la vente en renégociant le prix. On a bien tous flippé. Alors, s'il avait été rétracté, je ne sais pas ce qui se serait passé. Il y aurait certainement eu un procès. Je connais pas l'issue, comment le juge aurait tranché cette histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il fallait sauver la commission. J'ai réussi à le faire. On a signé. Alors, autant te dire que ça s'est très mal passé la signature. Ah Euh, ouais. mais on a Très quand même. stressant. Ah ouais, là, ouais. Le vendeur n'est pas venu, mais le vendeur n'est pas venu. Ils ont failli se mettre avant sur la figure. Enfin, ça a été une vente horrible. Ouais. Mais on l'a quand même fait aboutir. Euh, on ne donne jamais les clés à un acheteur avant l'acte, tout seul. C'est trop important. L'enjeu est trop important. Au compromis, c'est les meilleurs amis du monde. Le moindre grain de sable, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de fratrie. Il n'y a plus rien qui compte. Ça, c'est Ok. sûr. Mais ça arrive souvent que les clients demandent les coordonnées du Voilà. copropriétaire. Donc, non. Alors, si tu entends ça, je t'invite à Ouais. dire au vendeur et à l'acheteur, c'est bien, vous aurez tout le temps de sympathiser et de boire des coups une fois que la vente elle sera terminée. Mais avant, laissez-moi faire mon travail. Tout passe par moi. Si vous avez besoin de revisiter, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous m'appelez. Je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Laissez-moi mériter ma commission. Voilà, tu vois, tu peux la jouer comme ça. D'accord. Mais en aucun cas, il faut qu'ils s'échangent les numéros. Enfin, en tout cas, voilà. Mais ils y arrivent souvent, hein, parce qu'ils le font derrière ton Ouais, dos après. c'est ça. Ouais. Tu peux pas les fliquer. Mais au moins, tu auras fait ton travail. Voilà, D'accord. tu auras fait son travail. Voilà. Et puis, si tu as le moindre doute sur le fait que l'acheteur réceptionne les clés avant l'acte, que le vendeur le fasse, tu fais un écrit, tu fais un mail en disant qu'au vendeur, tu lui rappelles qu'il ne faut pas le faire. D'accord. Sinon, eh ben, on ne sait pas ce qui se passera. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc, Est-ce tu que tu leur as fais des quand même questions avant qu'on termine tu leur fais signer un papier comme pour, quoi, enfin, pour, ce que tu viens de me dire là pour les clés. pour les clés Ouais. bah, disons que non, je ne lui fais pas signer le papier, mais je m'arrange pour avoir un. Enfin, si vraiment le vendeur donne son autorisation, moi je me couvre avec un mail comme quoi il a vu avec l'acheteur et que il m'autorise à filer les clés à l'acheteur et que c'est sa propre responsabilité. Voilà. Et que D'accord. Toi, tu moi après, couvres absolument. je Ok. lui rappelle que je lui avais conseillé de ne pas le faire. Comme ça, s'il y a le moindre sinistre et que tu es du coup appelé à témoigner, regardez, moi je l'avais dit, hein, tu as fait ton D'accord. travail. Tu vois, C'est là, tu as fait ton suffisant. devoir de conseil, tu vois. Exactement. Voilà. Après, D'accord. je ne sais pas comment, encore une fois, comment le tribunal trancherait, mais en tout cas, ce qu'il faut, toi, c'est te protéger. Se Voilà. couvrir en tant que mandataire.
Exactement. Ensuite, du coup, voilà, au niveau du suivi, bon, tu félicites tout le monde le jour J. Tu rappelles dans les 7 jours ou dans les 10 jours, allez, grand max 15 jours, mais c'est bien d'avoir un contact pendant un délai de rétractation. L'acheteur, pour savoir s'il a reçu le compromis, pour savoir s'il a des questions complémentaires, c'est important, ça rassure. Pareil pour le vendeur, tu lui fais un compte rendu. Après, alors ça, c'est hors cas particulier. Après, tu rappelles les parties une fois dans le mois, ça suffit. Voilà, tu fais à J plus 7, tu fais à J plus 30, tu vois. Okay. Éventuellement J plus 45 pour faire vraiment le point avec le courtier. Alors, si tu as un courtier que tu le connais, à la limite, tu peux appeler directement le courtier. Hein. Et tu fais un point à J plus, voilà, tu fais un point à J plus 2 mois, parce que là, on est dans l'édition des offres. Tu fais un point à J plus, on va dire à J moins 2 semaines, parce que là, il va falloir préparer le rendez-vous pour le relais de compteur. C'est-à-dire qu'une fois que tout est carré, que tout est fait, tu rappelles les parties, tu fixes une date de signature authentique, une fois que tout le dossier est carré et complet, et tu vas fixer une dernière visite, voilà, la veille ou quelques heures avant le rendez-vous, la signature authentique, pour vérifier que le bien est conforme à ce qu'ils avaient visité au début. Important. D'accord. Là aussi, on est dans l'obligation de moyens. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Okay. Pour faire, en quelque sorte, un dernier état des lieux. Voilà. C'est à ce moment-là que tu fais le relevé de compteur. C'est à ce moment-là que tu vérifies que le dossier de la maison, le vendeur a laissé, qu'il n'est pas parti avec ce qu'il devait laisser, qu'il y a toutes les notices. C'est là le vendeur va lui montrer le fonctionnement de la piscine, du cumulus, etc., etc. Voilà. Et après, vous allez signer. Et tu félicites tout le monde pour la transaction et tu envoies ta facture au réseau. C'est parfait. Voilà. Ça t'a plu ? Oui, beaucoup. Ça me permet de remettre les choses à plat, de prendre du recul et de me remotiver. C'est excellent. Ben écoute, beaucoup, Jonathan. Avec plaisir. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin, comme d'hab. Hein, par le Merci groupe les tutos experts Simo. Ça marche. Merci. Allez, belle journée à toi. Belle journée. Ciao. Merci.